4 légendes effrayantes mais vraies en France. Salut les BG, salut les BG, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après avoir fait 20 vidéos réactions sur Troum Troum, maintenant là je m'attaque à une vidéo réaction sur les légendes françaises et qui sont vraies. Il n'y aura que 3 légendes je crois, mais ce qui est déjà plutôt pas mal. Alors du coup c'est sur la chaîne de Roux, et sans X, ni sans E, donc voilà. Alors du coup, j'ai passé l'introduction, parce que voilà, mais si vous voulez aller voir sa chaîne, écoutez, je pense pas que je vais la mettre dans ma chaîne de description, puisque je pense que je l'aurais oublié. Moi tout ce que je fais dans la chaîne de description, c'est que je fais le minimum, hein. Oui, j'ai rien à vous cacher, hein, voilà. Donc on commence avec la première légende, la mort rouge, sachant que je ne connais aucune légende en France effrayante. La mort rouge. C'est vrai que là, dans les vidéos que je vais vous sortir maintenant, au-delà du fait que c'est vraiment un taf de faire peur aux gens, eh bien je tiens à vous dire que je vais faire le maximum pour ce qui est déjà du montage, que vous soyez toujours dans la peur, autant dans les histoires que je vous raconte que rien que dans un simple calme qui sera présent dans la vidéo. Je vais toujours vous faire peur, vous inquiétez même pas. Bref, voici maintenant la légende en question. Il y avait un prince nommé Prospero qui vivait dans un immense château dans les montagnes. Ses serviteurs et courtisans devaient répondre à tous ses caprices. Le château avait des hauts murs de pierre et était entouré d'un profond fossé. À l'entrée, il y avait des portes de fer géantes et une énorme défense au-dessus de la porte. Le prince a entendu des rumeurs selon lesquelles une terrible peste balayait le pays. Ils appelaient la peste noire, c'est ça? Ça d'ailleurs, la mort rouge. Ah, bah merde alors, puisque celle qui a été la plus meurtrière, c'est la peste noire, je crois. Donc La maladie était très contagieuse et les villes entières avaient été éliminées en une seule nuit. D'ailleurs, ceux qui étaient infectés souffraient de vertiges soudains et de douleurs aiguës et leur peau se développait en éruption rouge. Puis quelques minutes plus tard, le sang commençait à couler de leurs yeux, de leur nez et de leur bouche jusqu'à ce qu'ils s'effondrent au sol. Ah ouais, donc en fait, ils étaient en train de se transformer en démons, très clairement, et puis perdaient tout leur sang. Ouais. Ça existe vraiment, ça? Puisqu'apparemment, vu le titre, oui, ça existe. Hein. Tordant de douleurs insupportables et meurt par la suite. Alors que la peste approchait de plus en plus, eh bien le prince invita une centaine de ses amis à se réfugier dans son château et à venir se tenir à sa compagnie. Parce que, le prince avait un bunker, c'est ça? Tu vas nous sortir ça, le prince avait un bunker avec tous les médicaments du monde, les meilleurs médicaments. Je te rappelle qu'à cette époque-là, les médicaments, c'était pas ceux de maintenant. Hein. Verrouilla donc toutes les portes, barrait les fenêtres et abaissa la défense pour empêcher tout le monde d'entrer dans le château. À l'intérieur, le prince et ses invités ont ri, dansé et se sont amusés, tandis qu'à l'extérieur des murs, eh bien les pauvres gens ont souffert et sont morts alors que... Donc en clair, on peut très clairement dire que là, le château, ça représente l'État, le gouvernement, les personnes les plus importantes, donc ceux qui gouvernent le pays, vont rester là-dedans, bien au chaud, tout en sécurité, tandis que dehors, les pauvres, ils sont tous crevés. Que la maladie rouge se déchaînait autour d'eux. Pour divertir les invités, le prince Prospero a décidé de tenir un bal masqué. Il a ordonné à tous ses serviteurs... Bal masqué, ohé, il danse au bal masqué. De redécorer toutes les pièces, à savoir 7 pièces en question, spécialement pour le bal. La première était peinte en bleu, du sol au plafond. La deuxième était rose, la troisième était verte, la quatrième était orange, la cinquième était blanche, et la sixième était violette. Tandis que la septième chambre était complètement noire. Les murs et les plafonds étaient peints en noir. La moquette sur le sol était toujours noire. Les rideaux qui pendaient au mur étaient en satin noir. Tous les meubles étaient aussi recouverts de velours noir. Sur l'un des murs, il y avait une espèce de grande horloge avec un pendule qui se balançait lentement, reproduisant un espèce de son fort et monotone. Toutes les heures, l'horloge sonnait, donnant donc une série de bruits forts, comme le son d'une cloche tout simplement. Bah oui, donc en fait t'es en train de me dire que quelque chose me dit qu'il va se passer des choses dans cette pièce noire, hein. Aucune des chambres n'avait de lumière. Dans chaque pièce, la seule illumination venait d'un feu dans la cheminée qui projetait des ombres fascinantes sur les murs. Tandis que la septième chambre, la lumière de feu jetait sur les murs des ombres si étranges et effrayantes que très peu d'invités avaient le courage de mettre les pieds dedans. Le bal a donc commencé par la suite dans la pièce bleue et les invités se sont bien amusés. Tout le monde portait un masque. Les musiciens ont joué de joyeuses chansons pendant que les invités dansaient. Ils ont aussi mangé la nourriture et ont bu le vin qui avait été disposé sur les tables pour eux. Chaque fois que l'horloge sonnait l'heure... C'est ça une soirée, hein. C'est tu manges, tu danses, tu bois, voilà. Eh bien les musiciens cessaient de jouer, les invités s'arrêtaient de danser et tout le monde se tenait debout et écoutait le grondement sourd. Lorsque l'écho de la cloche sonna, eh bien les invités passaient directement à la prochaine pièce suivante et les réjouissements recommencèrent encore et encore. Au fur et à mesure de la nuit, ils passèrent de la chambre bleue à la chambre rose, à la verte directement à la salle orange, à la salle
Franchement, et ça c'est un concept, hein. Enfin, franchement, je trouve que c'est pas mal. C'est que tu vois, toutes les heures, tu changes de pièce. Pendant une heure, t'es dans une pièce, et ensuite, l'heure d'après, t'es dans la pièce d'à côté, et ainsi de suite. Je trouve que... c'est pas con, hein. Blanche à la salle violette jusqu'à ce qu'il soit retrouvé directement dans la salle noire. À minuit, eh bien l'horloge a commencé à frapper 12 heures et tout le monde s'est arrêté pour jouer. Au moment où le carillon s'est calmé, les invités ont pris conscience qu'un personnage masqué se tenait au milieu de la pièce. Aucun des invités ne l'avait remarqué auparavant. L'inconnu était grand et maigre. Il était vêtu d'une cape rouge foncée et son visage était recouvert d'un masque rouge en forme de crâne. Lorsque le prince Prospero aperçut le personnage debout parmi les invités, il frissonna de colère. « Qui es-tu » demanda-t-il d'une voix rauque. « Comment oses-tu m'insulter en venant ici sans invitation? Quitte mon château maintenant ou je te ferai tuer. » La silhouette masquée ne bougea pas pour partir. Je pense qu'en fait c'est plus la silhouette masquée qui va te tuer, hein, donc fais pas trop le malin. Au lieu de cela, il se tenait là, fixant le prince. Juste à ce moment-là, eh bien, une lumière rouge surnaturelle illumina la pièce noire. Et les invités à ce moment-là devinrent tellement effrayés qu'ils tremblèrent dans leurs bottes. Prince Prospero n'aimait pas être désobéi. Il dégaina son épée et la leva. « Partez maintenant ou je vous ferai tuer moi-même. » La Bah au moins le prince était courageux, hein. C'était pas une tapette. silhouette masquée s'avança lentement vers le prince et les invités reculèrent, trop effrayés pour l'arrêter. Devant le prince Prospero, eh bien le personnage tendit la main et ôta son masque. Le prince poussa un cri aigu et laissa tomber son épée au sol. Les invités aussi ont crié d'horreur à ce moment-là. Derrière le masque, il n'y avait aucun visage, juste un vide noir. Tout d'un coup, le prince Prospero a eu la tête qui tournait et il a ressenti des douleurs aiguës à ses côtes. Ah. Donc en fait, t'es en train de me dire que la mort rouge, en fait, c'est un personnage qui, dès que ça enlève... dès que il ou elle enlève son masque, et ben c'est comme ça que t'attrapes la mort rouge. La peau est devenue toute rouge et le sang a commencé à couler de ses yeux, de son nez et de sa bouche. Ses invités s'effondrèrent autour de lui. Bon, pour le jumpscare, je pense que certains d'entre vous ont eu peur, mais moi, vous voyez très clairement que là, je suis pas apeuré. Alors, c'est pas que la vidéo m'ennuie, c'est juste qu'en fait, j'ai un pic non. Faites, comment expliquer ça? Mon pic d'énergie. Non, mon énergie est un peu au plus bas. Et voilà, très clairement. Donc c'est pour ça que... Là, vous me voyez un peu autrement. Là, je suis un peu épuisé, c'est normal. Mais je suis toujours en forme pour tourner la vidéo. Se tournant d'agonie et leurs cris résonnèrent dans les 7 salles. La mort rouge était venue comme un voleur dans la nuit et un par un, les princes et ses invités ont succombé à la maladie. L'horloge s'arrêta, les feux s'éteignirent et les ténèbres et la décadence et surtout la mort rouge triomphait. Et voilà exactement ce que ça fait quand on se sent au-dessus des autres. Passons directement à cette deuxième histoire qui pourrait concerner encore plus de personnes que la première. Surtout que la première remonte vraiment à beaucoup d'années en arrière. Alors que cette histoire-là, eh bien nous allons parler d'une histoire effrayante sur un personnage mystérieux qui vit dans une vieille maison en ruine au bord de la mer. Le vieil homme vivait donc seul dans une ancienne maison en ruine près de la mer. Son jardin était envahi par la végétation et sa maison était entourée de vieux arbres immenses. Il était tout le temps chez lui et voulait rarement sortir de cette maison en question. À mon avis, c'était peut-être un vieux qui tenait vraiment à sa propriété, hein. Très clairement. Après, s'il était vachement éloigné de... Oh purée. C'était vachement éloigné de... je sais pas, du centre-ville. Forcément, peut-être il allait pas marcher jusqu'au centre-ville et encore moins s'il n'y avait pas de voiture. Personne ne connaissait son nom ou encore son origine. Tous ceux qui... Donc vous êtes en train de me dire qu'il y a un homme qui vit dans cette maison, éloigné de tous, mais vous savez pas qui c'est. Bah déjà on commence bien. Ils l'ont vu, il me disait qu'il avait de longs cheveux noirs, un visage ridé et coriace et des yeux sombres et perçants. Parfois les voisins le voyaient encore traîner avec une canne dans son jardin. On disait que le vieil homme était à la fois extrêmement riche mais aussi extrêmement faible. Et il y avait des rumeurs selon lesquelles il gardait une fortune en or cachée quelque part dans sa demeure poussiéreuse. Les jeunes garçons adoraient aussi se moquer du vieil homme, lui crier dessus ou encore lui dire des choses dégueulasses quand il passait devant sa maison. C'est pas bien, hein. La jeunesse c'est pas bien, hein. Franchement, la jeunesse, elle s'améliore pas avec le temps, hein. Ouh, c'est pas bien, hein. Parfois, il jetait même encore des pierres chez lui et lui brisait des vitres de sa maison. De temps en temps, certains des enfants plus âgés venaient à la maison et regardaient à travers les fenêtres poussiéreuses juste pour voir un aperçu du vieil homme. Mais le problème, c'est qu'une nuit, 3 criminels ont décidé de voler le vieil homme. Ils ont donc garé leur voiture devant chez lui et se sont assis dans l'obscurité. Ils ont utilisé... Les criminels ont décidé de voler le vieil homme. Ils ont donc garé... Ils ont utilisé cette voiture? Franchement, j'espère pas, puisque... Non mais... Bah après si c'est une voiture banalisée pour tout ça, après c'est leur choix, hein. On va pas les juger, hein. Et leur voiture devant chez lui et se sont assis dans l'obscurité, attendant tout simplement que le meilleur moment soit venu. Leur plan était simple. Bah oui, hein. Le meilleur moment pour agir, c'est pendant la nuit, quand tout le monde dort, très clairement.
À mon avis, là, je pense que c'était le mauvais moment, justement, d'y aller la nuit. Et de menacer le vieil homme, et de lui faire savoir où était sa fortune cachée. Et si cela ne marchait pas, eh bien il sortait tout simplement de chez lui et repartait. La lune éclairait donc l'ancienne maison, et le vent Ah bon? Donc ils sont venus le cambrioler. Et si le grand-père veut pas parler, eh ben ils s'en vont. Ah bon? Je veux vraiment bien vérifier ça. Hein. Si cela ne marchait pas, eh bien il sortait tout simplement de chez lui et repartait. La lune Ah oui, donc très clairement. Eh, dis-moi où t'as caché ton or. Non, ok, bon, ça va, et on reviendra demain. Bah putain, si c'est ça, tu peux... Je pense que t'as peut-être d'autres moyens de persuasion, hein, que ça. Hein. Lune éclairait donc l'ancienne maison et le vent soufflait dans les branches des arbres juste à côté. Lorsque les lumières dans la maison se sont éteintes, deux criminels sont sortis de la voiture et sont montés à la porte d'entrée. Ils ont mis des masques noirs pour se couvrir le visage et sonner à la porte. Le troisième criminel, lui, était encore assis dans la voiture, attendant névreusement que ses compagnons reviennent. Il n'arrêtait pas de vérifier sa montre et se demandait ce qui leur prenait autant de temps. Juste après minuit, il a entendu des cris très forts venant de l'intérieur de l'ancienne maison. Il espérait qu'une seule chose, c'est que ses compagnons ne se battaient pas avec le vieil homme à mort, vu que s'il mourait, avant d'avoir pu révéler où se trouvait son trésor caché, eh bien il devrait fouiller toute la maison de haut en bas, et cela prendrait sûrement toute la nuit. À ce moment bien précis, il entendit des bruits de pas, et le son de quelqu'un ouvrant la serrure du portail. Dans la faible lueur de l'obscurité, il passa ses yeux pour voir, mais quand il regarda, eh bien il ne vit absolument pas ce qu'il voulait voir. Ah! Oh mon Dieu! Oh l'horreur! Qu'est-ce qu'il a vu? Mais il a vu ça! En fait, c'est ça ce qu'il a vu! Il a vu une XM! Oh mais l'horreur! Ah mais je le comprends tellement! Hein. Ah ouais, non mais très clairement, une XM, c'est l'horreur! Hein. Je sais bien que c'est des images pour illustrer, mais quand même, faut quand même bien rire. Putain! Qu'est-ce que vous comptez faire là? Hein? Comptez vous barrer tranquillement? Non mais, bah ça va pas. Le lendemain matin, une voiture abandonnée a été retrouvée garée devant la maison du vieil homme. La police avait vérifié les plaques d'immatriculation et avait découvert que la voiture en question avait été volée. Ah, par contre, pourquoi tu nous montres une Xantia maintenant? Hein? Qu'est-ce que Citroën a à faire dans cette affaire, hein? Puisque moi j'ai conduit une Citroën, je peux dire que très clairement, ils ont rien à se reprocher, hein, donc je vois pas pourquoi tu mettais Citroën. Hein. Ils l'ont donc rendu à son propriétaire légitime. Mais quelques jours plus tard, 3 corps non identifiés ont été jetés sur la plage. Les cadavres étaient horriblement mutilés, déchiquetés. Tous les os de leur corps étaient brisés et leurs têtes ont été fracassées et écrasées en 1000 morceaux. La découverte des corps sur la plage a provoqué beaucoup d'excitation dans la petite ville française. Beaucoup d'excitation dans la petite ville française. Très sérieusement. Donc, t'es en train de me dire que t'es un habitant de cette ville dont on ne connaît pas le nom. On retrouve 3 cadavres avec les os brisés et la tête en 1000 morceaux sur la plage, et toi t'es excité rien qu'à l'idée que on retrouve 3 cadavres. T'es pas bien dans ta tête, hein. Cet été, tout le monde pouvait en parler et personne ne voulait savoir ce qui s'était vraiment passé. Pourtant, chaque fois que des personnes passaient devant la maison du vieil homme, ils sentaient comme un petit frisson de peur involontaire couler le long de leur colonne vertébrale. Les jeunes garçons ne criaient plus contre le vieil homme et ne l'appelaient absolument plus. Personne n'osait même prendre le chemin de chez lui ou encore avoir le malheur de regarder par la fenêtre de peur d'être tué par lui le soir même. Et si vous les potos vous ne voulez pas mourir, eh bien lâchez tout simplement un like. Alors, qui te dit que c'était le vieil homme? Hein? Qui te dit qu'il n'y avait pas quelqu'un avec lui? Tu sais, peut-être il y avait une entité maléfique qui l'accompagne, ou peut-être que c'est sa femme, hein, qui justement pour se venger, enfin de se venger de quelque chose, bah, elle a tué les 3 les 3 voleurs pour le protéger. Hein? Qui sait, c'est peut-être ça, hein? Qui sait, c'est pas le grand-père qui a la faute, hein? La colocataire. Bon, on va pas faire de blabla, voilà directement l'histoire de cette légende. Quand Ryoko est allée à l'université, elle a emménagé dans un dortoir sur le campus. C'est ainsi qu'elle a rencontré Loulou, une femme de 20 ans avec qui elle partageait la chambre. Loulou était une personne très étrange, un peu comme une ombre. Elle ne parlait pas beaucoup, ne souriait jamais et restait toujours toute seule. Une rumeur circulait d'ailleurs selon laquelle elle aurait perdu son petit ami quelques années auparavant. Tard dans la nuit, elle entendit Loulou se lever et quitter la pièce. Au début, Ryoko possédait tout simplement qu'elle venait d'aller aux toilettes et n'y prêtait pas vraiment attention. Cependant, au bout d'un moment, elle réalisa que Loulou se glissait souvent au milieu de la nuit et qu'elle revenait pas avant des heures. Peu à peu, Ryoko devint très méfiante. Une nuit, Ryoko décida d'essayer de découvrir ce qui se passait avec son étrange colocataire. Très mauvaise idée, je te le dis tout de suite,
Ouais, je te le dis tout de suite, frère. Fit semblant de dormir et attendit que Loulou sorte de la pièce. Comme d'habitude, Loulou se leva et quitta discrètement la pièce. Ryoko attendit 1 minute, puis la suivit, restant dans l'ombre pour ne pas être remarqué par l'autre personne. Après avoir marché environ 30 minutes, Loulou s'est arrêté au cimetière et est entré à l'intérieur. Ryoko tremblait de peur et devait s'empêcher de fuir. Elle jeta un coup d'œil par-dessus le mur et regarda Loulou s'agenouiller devant. Franchement, cette vue-là, tu vas dans un cimetière au beau milieu de la nuit, tu vois ça, tu te dis franchement, t'as la confiance, hein. Devant une pierre tombale et la prendre dans ses bras. Il y avait une air d'extase sur son visage et elle riait de... Ah, à mon avis, elle s'est peut-être rendue, par logique, sur la tombe de son ancien petit copain. À mon avis, on pense tous la même chose, que justement, elle tient encore à lui et donc elle va le voir au beau milieu de la nuit. De façon hystérique. Ryoko en avait assez vu à ce moment-là. Vaincue par la peur, elle se retourna et courut dans le dortoir. Quand elle atteignit enfin sa chambre, elle sauta dans son lit et fit semblant de s'endormir, attendant le retour de Loulou. Cependant, sa camarade de chambre n'est jamais arrivée et elle s'est endormie par la suite. Quand elle se réveilla le lendemain matin, Ryoko entendit une nouvelle terrible et choquante. Bon, décidément. Donc, Loulou a été tué ? Je pense que c'est peut-être ça. Apparemment, Loulou s'est suicidée la nuit précédente. Elle s'était coupé les poignets dans les cimetières et a saigné à mort. Et elle a été retrouvée allongée sur la pierre tombale de son petit ami. Bah, en vrai, donc déjà par logique, on avait raison, hein, vous voyez. Mais en plus, de deux, franchement, elle meurt dans un cimetière. Bah, franchement, elle a même pas à se déplacer puisque, bah, en fait, c'est là qu'elle va se retrouver. Donc très clairement, on la déplace de quelques mètres, on la met juste à côté, bim, c'est bon, c'est torché. Hein. Ryoko était terrifiée. Loulou n'avait pas de famille et personne n'était venu chercher ses affaires. Au bout de 3 jours, Ryoko devient vraiment curieuse. Elle commença à nettoyer la chambre et fouilla dans les bagages de Loulou. Même si c'est ce qu'il faut faire, à mon avis, elle va trouver un truc étrange. Mais vraiment, tu vas te dire... on va voir ça tout de suite. Elle trouva donc un journal et feuilleta les pages. Quand elle est arrivée à la dernière page du livre, elle était figée sur place. Là, en lettres rouges sang, elle trouva les mots suivants. Je sais que tu m'as vu au cimetière. Pardon ? Ça voudrait dire que Loulou a une vision comme quoi elle l'a vu au cimetière. Puisque pour moi, ça peut être que ça. Hein. C'est-à-dire que elle écrit dans son journal là qu'elle va la voir. Ensuite, elle va au cimetière, elle se mutile et puis c'est bon. Hein. Puisque je pense pas que... Ou à moins qu'il y ait un phénomène paranormal, bordel, qui fait que... Quand elle s'est taillé les veines, le message s'est marqué sur son journal. Je sais pas. Hein. De ce que j'ai vu, franchement, c'est plutôt bien foutu. Hein. Franchement, tu mérites mon abonnement, je te le dis. D'ailleurs, je vais même le faire devant vous. Hop, vous voyez... Alors, attends. Puisque... faut vraiment que... Oh là là. Ouais, là, je suis pas vraiment complètement réveillé. Vous voyez ? Très clairement. Donc, les BG et les BGettes. Si cette vidéo flippante vous a fait flipper, car Flipper fait flipper, lâchez un like, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune notification. Roux, s'il te plaît, ne m'envoie pas de droit d'auteur parce que j'ai regardé ta vidéo et je l'ai diffusée. S'il te plaît, hein. C'est juste occasionnel, peut-être que je vais en faire d'autres, hein. Après, je sais pas, c'est à voir, hein. C'est à voir selon les statistiques, hein. Je dis ça, je dis rien. C'est une vidéo tous les mercredis à 15 h, ne l'oubliez pas, ça change pas. N'oubliez pas que le 15 février, c'est les 4 ans de ma chaîne, donc ce sera une vidéo spéciale des best-of des meilleurs moments de l'année. Donc prochain rendez-vous, le 15 février. Voilà. A ciao, saluté.